Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, comment Merci allez-vous? d'être bien et vous-même. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va parler avant course de Noël de la grève. La grève de la SNCF ce week-end et au Nouvel An. Vous avez, vous, en tant que grand patron, ces 600 entreprises, 140 000 salariés environ. Est-ce que vos salariés sont impactés? Et est-ce que vous, en tant que patron, vous dites je ne la comprends pas, cette grève? Je ne la comprends pas en tant que citoyen. Je ne comprends pas l'opportunité d'emmerder les gens le jour de fête où on peut un peu respirer. Enfin, tactiquement, ça ne fait pas aimer le train, ça ne fait pas aimer la cause défendue. Je pense que c'est un peu systématique. Et c'est vrai que je le vois sur nos salariés qui doivent partir en vacances, quoi. Ils prennent leur voiture. Donc, pour le train, ce sera plus tard, quoi. Ce serait bien aussi qu'on regarde comme dans une matrice avantages et inconvénients de ce genre de truc. Là, c'est un peu... Et vous avez déjà eu des remontées de la part de vos salariés en disant le train, si un des troncs sur lequel il roule, quoi, c'est sûr. Si vous ne pouvez pas être sûr de partir, alors que c'est Noël, de toute façon, vous ne laissez pas vos vieux parents tout seuls, vous laissez pas... Donc les gens vont prendre des voitures. On parlera du climat social dans un instant d'ailleurs. Revenons aux chiffres. Ça ne nous aura pas échappé. Nous sommes à quelques jours de Noël et du réveillon. J'imagine que pendant cette période, plus que d'autres, eh bien, vous avez l'œil rivé sur ce qui se passe dans vos entreprises. Avec une inflation à plus de 6%, les ventes de produits traditionnellement prisés à Noël sont en baisse, selon plusieurs enquêtes. C'est ce que vous aussi, vous avez observé. Est-ce que vous vous dites, allez, à la dernière minute, un sursaut est toujours possible, parce que finalement, les Français ne sacrifient pas ou jamais le repas de Noël? Alors, ils ne vont pas sacrifier le repas de Noël. Il y a un taux de pauvreté dans la société française qui s'est accru et qui fait qu'on va essayer de faire la fête, mais avec moins de moyens. Bon. Mais si on prend l'ensemble des Français, là, actuellement, dans les magasins, il y a beaucoup de monde, quelles que soient les enseignes, et pas simplement chez Leclerc, mais chez Carrefour, chez Auchan. Dans les magasins même spécialisés, il y a beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a une forme d'exutoire à finir l'année, en fête, en famille. Je ne suis pas sûr que ce soit un moment où on va s'économiser. Mais est-ce que les Français, du coup, ont changé leur façon, leur mode de consommation? Est-ce qu'ils sont plus attirés, par exemple, par les marques de distributeurs? Oui. Alors, d'abord, sur cette fête-là, il y a des produits festifs qui vont manquer. Par exemple? Par exemple, le champagne, Ouais. il n'y en a pas autant que ce qu'on en avait commandé. Alors, je peux le dire parce que j'ai vu ça chez Leclerc, mais je crois savoir que c'est pareil chez 2 ou 3 autres concurrents. Les fournisseurs n'ont pas livré, soit peut-être parce qu'on ne vendait pas assez cher, ou on leur achetait pas assez cher, soit ils ont trouvé d'autres formes d'exportation, de vente, mais en tout cas, en Champagne, on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Sur les foie gras, il y a une explication. Il y avait la grippe aviaire, et donc seuls n'ont été livrés que les commerçants, grands ou petits, qui avaient fait des précommandes et qui avaient garanti d'acheter, ce qui a permis de mettre en production pour eux. Sur les huîtres, c'est étonnant, quoi. C'est la première année que je vois ça. Nous avons, la plupart des centres Leclerc, acheté des huîtres sans connaître le prix. Si on voulait avoir des huîtres, il fallait automatiquement avoir le prix. Alors, il avant. se trouve qu'on est très bien implanté sur le littoral, que l'on connaît les ostréiculteurs et autres. Il y a un rapport de confiance. Mais quand même, c'est assez rare d'acheter des centaines de bourriches d'huîtres sans savoir à quel prix on va les acheter et bien sûr les revendre. Donc, dans les magasins, vous voyez ça là en ce moment. Question jouets, par contre, ça a très bien marché. Je pensais qu'il y aurait moins de ventes de jouets et des jouets peut-être moins chers, moins complexes. En fait, au fur et à mesure que je vois les chiffres arriver, on voit que le jouet, finalement, tout en ayant augmenté, a moins augmenté que l'alimentaire. La hausse moyenne des jouets, c'est 5%. La hausse moyenne de l'alimentaire, c'est 15%. Donc là, il s'est vendu énormément de jouets, aussi bien des jouets traditionnels, des jeux de société, que du multimédia. Ça, c'est... Évidemment, il y a eu un effet mondial, mais en plus, le multimédia se vend beaucoup. Alors justement, on va reprendre point par point ce que vous venez de dire. Restons sur les jouets, puisque vous venez d'en parler. J'ai comparé dans votre catalogue Noël 2021 et Noël 2022. Je l'ai épluché hier sur 2-3 produits, notamment une célèbre poupée dont le nom commence par un B, pour ne pas la citer.
plus 8 € entre le Oui. catalogue de l'année dernière et celui de cette année. L'avion de cette même poupée a pris 3 € Oui. et un jeu de société, je ne citerai pas son nom, lui a pris 2 €. Donc effectivement, on est dans ce que vous disiez, autour de 3 € en moyenne d'augmentation des jouets, avec certains qui ont pris plus. Est-ce que ça veut dire que ces produits, finalement, on les choisit peut-être moins, ou que dans le panier ou sous le sapin des enfants, il y aura, pour un budget qui tourne autour de 100 à 130 €, nous a-t-on dit, pour chaque enfant, il y aura ce même budget, mais moins de cadeaux? Alors, 130 €, c'est déjà un beau budget. C'est déjà un beau budget. Ouais, c'est Paris. Hein, Non, bien sûr. Mais d'abord, il y a le poids des licences. Et le poids aussi des modes, quoi. La poupée Barbie, qui pourtant avait fait parler d'elle parce qu'on l'a trouvée sexiste, discriminante et tout ça, c'est vrai qu'il ne s'en est jamais autant vendu. Je crois que c'était la caravane de Barbie, on a dû en vendre, je ne suis pas pointu là-dessus, hein, mais on a dû en vendre 35 000, donc ce qui est beaucoup pour des magasins qui sont à dominante alimentaire. Mais par exemple, les Monopoly, les jeux de petits chevaux et tout ça qui sont plutôt, c'est pas de votre génération, ça, normalement. Si, aussi, ouais. traditionnel. Ouais, voilà. Il y en a toujours un dans les familles. Les jeux de cartes, les tarots et tout ça, on en a vendu énormément. Donc, ce qui dit aussi une envie de vivre en société, d'être avec les enfants. Ça dit quelque chose sociologiquement. Et puis alors, les grands puzzles à 5 €, à 8 €. Il faut dire que tous les distributeurs spécialisés comme Jouet Club ou comme nous, Hypermarché, on a pratiqué énormément de promotions presque un mois avant Noël. Si on prend le Black Friday, si on prend les catalogues autour de la tech, enfin des produits techniques, je sais pas, mais par exemple, il y a une semaine, je vous aurais dit qu'on a vendu 100 000 écrans plats, mais là, on vient de me donner les chiffres, c'est 135 000 écrans plats qui ont été vendus, alors un peu à cause de la Coupe du Monde. Oui, mais ça a démarré dès novembre, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et moi, je pensais qu'avec le télétravail, tout le monde s'était un peu déjà équipé, mais vous voyez, il y a encore un marché énorme. Et donc, la croissance française semble toujours portée, au moins jusqu'au premier de l'an, par cet aspect dynamique de la consommation. Il y a quelque chose qui m'a intéressé tout à l'heure quand vous parliez, alors on va refermer les jouets, sur l'alimentaire, l'alimentation, et notamment sur les volailles en cette période de fête de fin d'année. On a fait le constat, mais ce qui m'intéresse, c'est les causes, ou comment expliquer justement cette augmentation. Je regardais, c'est le cas du prix de la dinde par exemple, ou du chapon fermier, ça a pris 2, 3, 4 € parfois sur certains produits. C'est dû à quoi? Vous disiez, c'est peut-être la grippe aviaire qui est en cause, c'est peut-être aussi ce qui se passe en Ukraine, ça fait partie des explications que vous avez aujourd'hui? Oui, alors, la hausse du prix de l'énergie, dans les couvoirs, tout ça, ça impacte, mais surtout la grippe aviaire. La grippe aviaire a amené une décapitation c'est horrible ce mot, mais une décapitation du cheptel, enfin tous les oiseaux consommables ont été retirés du marché, et donc effectivement, ceux qui restent coûtent beaucoup plus cher, et paradoxalement, ça impacte aussi le prix des œufs, ça impacte le prix des pondeuses, le prix des œufs, voilà. Après, ça, je vais dire, c'est légitime, quoi. C'est normal. Alors, il y a une loi française, de toute façon, qui a bien protégé l'agriculture de ces variations de prix, que ce soit les marchés des matières premières, les coûts de production. C'est la loi Egalim qui fait que tous les distributeurs français sont obligés d'intégrer la hausse des coûts de production et la hausse des matières premières agricoles. Donc c'est ce qui fait que... Pas le prix d'énergie en revanche. C'est pas jusqu'à... Là, je vous parle de ce que la loi a protégé. Aujourd'hui. Voilà. Donc déjà, les agriculteurs, mis à part l'énergie, étaient, j'espère, ils disent pas merci, mais c'était bien, quoi. Après, c'est quand même le consommateur français qui paye à la fin. Mais dans la hausse des 15% sur l'alimentation, une grande partie est venue du fait que cette loi, voulue par le gouvernement, a nourri mieux les agriculteurs. Alors l'énergie, le gouvernement a fait un package pour venir aider, alléger la facture énergie des PME, mais surtout, tous les distributeurs, tous, on a accepté de signer une charte avec Olivia Grégoire, ministre des PME et de la consommation, et avec Roland Lescure, ministre de l'Industrie, les deux pôles de Bercy. Voilà. Et nous nous sommes engagés à acheter aux PME en intégrant l'intégralité du coût de l'énergie, du surcoût de l'énergie, net de l'aide de l'État. L'État, comment en fait? Ça veut dire qu'ils vont présenter des factures. Donc un justificatif. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est sain. C'est Olivia Grégoire qui l'a souhaité. Elle a souhaité cette transparence que ne donnent pas les grandes multinationales.
Les petites PME, elles n'ont pas de problème vis-à-vis de ça. Elles travaillent de toute façon dans notre environnement. Elles travaillent avec le Crédit Agricole, elles travaillent avec les chambres d'agriculture. Donc, elles sortent leur facture d'énergie. L'État, sans doute, finance à peu près 40%, je crois. Enfin, c'est pas l'intégralité de la facture. Et le reste, peut-être 60%, mais en tout cas, ce qui reste est automatiquement inclus dans la demande de hausse tarifaire que doit accepter le distributeur. Et ça sera mis en Et c'est en cours. vigueur. Là, ça y est. Dans tous les tarifs que l'on reçoit, c'est maintenant. Donc, je voudrais dire que vous voyez, il y a quand même un effort de notre corporation aussi, celle des distributeurs, celle des commerçants, grands ou petits. C'est un effort quand même de dialogue avec une autre profession. Et je pense qu'on retrouve là l'esprit du Covid, quoi. Parce que pendant le Covid, c'est toute la distribution française qui a distribué l'agriculture, alors qu'on n'est pas client à la ferme. Hein. Il n'y avait pas la restauration, il n'y avait pas l'exportation. Et c'est Carrefour, Intermarché, Aldi, Lidl, Leclerc qui avons vendu aux Français toute la production française et que la production française. Donc ce sont des signaux qu'on apprend à travailler ensemble, quoi. Alors là, on parlait bien évidemment de cette période de Noël, mais les chiffres qui s'annoncent pour 2023 ne sont guère bons, j'allais dire, au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, on est à 6,1, Oui. on nous parle de 7%, pourquoi pas, au début de l'année prochaine, avec des produits, j'ai dire, de première nécessité ou de base, comme l'huile qui a pris plus 136% en un an, et ça va continuer. Est-ce que vous, le grand patron, ça vous inquiète ce climat de consommation? Car l'inflation, j'allais dire, ce n'est pas seulement qu'une affaire de portefeuille, de pouvoir d'achat, c'est aussi le moral, c'est aussi la vulnérabilité d'un certain nombre de personnes. Est-ce que ça, vous vous dites, oui, ça m'inquiète pour les mois à venir? Alors moi, je suis inquiet, et je suis inquiet doublement. Je suis inquiet parce que je vois que tous les tarifs qu'on nous demande de négocier aujourd'hui sont à 2 chiffres, ils sont au-dessus de 10%. Et donc, par rapport au discours public qu'on entend, classe politique, banque centrale, institutions, voire économistes, on nous dit « Ah, il y aura un pic d'inflation de 4-5% au milieu de l'année ». Pour le moment, toutes les hausses qui portent à peu près sur 65% de notre chiffre d'affaires, toutes les hausses prévisibles par contrat, elles sont entre 10 et 39%. Donc, même si on est fort, même si on est du bon côté de la force et que on négocie avec discernement, je ne sais pas si on va pouvoir baisser ça au moins de moitié. Mais même si on baissait de moitié, vous voyez bien, on n'arrive pas à ce taux-là. Donc je crains que tout le premier semestre 2023, nous vivions encore une période d'inflation très élevée. Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est de voir des élus, des décideurs publics prendre le parti de l'inflation. Il y a actuellement au Parlement des députés, et c'est transcourant, hein, et c'est des députés qui, sans doute, pour aller chercher des voix rurales, aller chercher des voix dans leur circonscription, présentent des propositions de loi pour qu'il y ait aussi automaticité de hausse de tout le secteur industriel. Mais le pire, un exemple de... Et le pire, c'est que c'est signé par le syndicat des entreprises multinationales. C'est-à-dire, on comprend, comme l'a dit au début de cette émission, que pour les petites entreprises, on fait des efforts, on travaille pour notre territoire, on est dans des territoires. Mais là, pour des boîtes comme Nestlé, comme Mars, comme Mondelez, United Biscuit, des boîtes qui ont donné des 20% d'augmentation de dividendes l'année dernière déjà sur la base de hausse, on voit que ces textes, ces propositions de loi qui se revendiquent de ces boîtes, de leurs syndicats, sont portés par des députés à la fois Renaissance, par des députés LR. Moi, je me demande bien ce que les NUP vont pouvoir bien accepter de cette idée selon laquelle je dois laisser passer toutes les hausses de Nestlé ou de Mars, alors qu'ils n'ont pas leur siège en France, alors qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, et alors que ce n'est pas forcément des produits français qui là, sont dedans. on entend votre colère, mais vous décrochez votre coup de fil, vous dites à Bruno Le Maire, pardon monsieur le ministre, mais là il y a un souci, vous appelez le président de la République, pardon monsieur Macron, mais là ça va pas le faire, ça se passe, vous le faites ça? Alors, il m'arrive de le faire, là je l'ai fait effectivement directement pour Bruno Le Maire, je pense à ça sur sa table. Je pense que Bercy n'est pas pour ça, parce qu'effectivement, il faut protéger la dette française, donc il faut rester d'une inflation inférieure à celle des Allemands et des Belges. Mais enfin, la société française est parcourue par des lobbies, par des demandes corporatistes qui sont incroyables. Alors, je vous le disais, ce lobby des grandes entreprises multinationales qui payent déjà très peu d'impôts en France voudrait que les Français prennent un maximum de hausse, et ça, je ne trouve pas ça correct. Et en plus, c'est les mêmes qui vous disent après, oh, vous ferez un chèque alimentaire sur fonds publics. C'est immoral. Et en même temps, vous voyez bien aussi que même chez nous, il y a encore d'autres
d'autres problèmes à résoudre. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un diplômé de pharmacie chez Carrefour, chez Leclerc, on ne peut pas vendre des autotests moins chers qu'en pharmacie? Qu'est-ce qui fait que pendant le Covid, on a eu le droit de les vendre, on nous en a retiré le droit, maintenant c'est plus cher en pharmacie. Qu'est-ce qui coince, selon vous, aujourd'hui? C'est des querelles corporatistes, c'était les épices-marques contre les potards. C'est une querelle qui dure depuis le XVIIe siècle. Mais vous voyez, un autotest, c'est fait pour être fait à la maison. Il n'y a pas besoin, tant mieux, si vous avez un problème, vous allez voir le pharmacien. Mais en gros, les autotests, c'est fait pour être à la maison, tranquillement, vous enfilez vos patules dans le nez et vous regardez si vous avez le Covid ou pas le Covid. Au moment où le Covid s'installe de manière larvaire, c'est bien d'avoir des autotests chez soi. Vous avez des invités, ils toussent un peu, chacun s'y met de manière un peu conviviale. On nous le refuse. Et en plus, voilà, cerise sur le gâteau, normalement, c'est dans 3-4 jours que s'arrête le taux de TVA privilégié pour acheter des autotests. On était à 0%, et là, ça va repasser à 5,5%. Donc non seulement c'est la double peine, on ne le retrouvera pas chez Leclerc, pas cher, mais en plus il faudra le payer avec une TVA supplémentaire. Donc ça c'est un message que j'aimerais bien faire passer en cette veille de fête, parce que pour le coup, le planning, c'est pas simplement les fêtes, c'est juste, enfin, c'est les fêtes et c'est l'après les fêtes, quoi. Et là, c'est pas Bruno Le Maire, notre interlocuteur, c'est le ministre de la Santé. Ah ben, on vous a bien compris. J'espère qu'à la fois François Braun et Bruno Le Maire nous écoutent ce matin, parce que Michel-Édouard Leclerc a beaucoup de messages à vous faire passer. Je ne sais pas si vous avez entendu le coup de gueule d'une personne à votre rencontre. C'est Christiane Lambert, qui est encore quelque temps présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est il y a 2 jours à la radio, je vous dis. Et pour ceux qui ne l'avaient pas écouté, ce qu'elle dit: ne vous laissez pas berner par Michel-Édouard Leclerc et sa communication sur les prix de l'alimentation. Vous qui évoquiez un tsunami d'inflation, c'est pour dire par la même occasion qu'il est moins cher que ses concurrents. C'est un bon communicant. Vous lui répondez quoi? Moi, je l'aime bien. C'est tout ce que vous lui dites. Ouais. Vous n'entendrez pas? Elle va sortir de ce jeu politique. Après, je crois que... Il y a des négociations derrière, peut-être, entre industriels, distributeurs, agriculteurs. Après elle, normalement, le patron de la FNSEA, ce ne sera plus une patronne. Après elle, le patron pressenti, c'est le directeur d'une grande boîte internationale. Donc, on verra ce que ça fera aux paysans, aux agriculteurs et à tout le monde de voir le syndicat aussi des petites entreprises agricoles représenté par un mastodonte des céréales et tout ça. Pour le reste, je trouve qu'elle a fait un parcours, à mon avis, trop clivant. On aurait pu travailler beaucoup mieux ensemble, mais elle sort bien. Et c'était, je pense, la première fois qu'une femme était présidente d'un syndicat agricole. Voilà, les honneurs pour elle et pas de polémique. Très bien, message passé. Quand je vous écoute depuis le début de cette interview, je me dis, tiens, vous parlez à la fois au Bruno Le Maire, vous parlez au ministre de la Santé, j'imagine à Emmanuel Macron. Vous n'avez pas envie de vous lancer, vous, dans une carrière politique, d'être candidat, d'être élu, voire ministre? Ah mais ça me chatouille tout le temps, Ah oui. C'est sûr, ça me chatouille, ça me gratouille. Vous avez eu des appels du pied, on vous a déjà proposé? Oui, on m'a déjà proposé. Je crois que je suis plus utile là où je suis par ma liberté de parole, par aussi le fait qu'avec un réseau de 600 entreprises coopératives qui portent le panneau Leclerc et les 140 000 salariés qui sont dans l'enseigne, je pense qu'on arrive à faire passer plus de choses. En tout cas, on arrive à avoir une certaine utilité sociale, une efficacité sociale. Est-ce que si j'allais rejoindre les bancs de l'Assemblée nationale, crier le soir contre un tel et un tel, ouais, d'abord, c'est pas mon truc. Et non, je pense que le politique, c'est quelque chose de noble. C'est pas toujours vécu comme quelque chose de noble. Le politique est souvent pris aux mains de querelles partisanes et on voit bien en ce moment là, le débat sur les retraites. Moi, je sais même plus où on en est. Enfin, on fait des textes pour que ça passe avec l'autre. On oublie le public, quoi. On oublie les gens concernés. Mais par contre, oui, la chose publique m'intéresse beaucoup. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que je fais de la politique. J'ai l'impression que j'influence positivement la sphère publique. Il n'y a pas... Je rappelais à Olivia Grégoire qu'elle avait en titre d'être ministre de la Consommation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ministre de la Consommation, depuis Benoît Hamon, je crois. Oui. Et ben voilà, quoi. Parlons des consommateurs. Moi, c'est pas mon rôle normal d'être représentant des consommateurs, même si j'en ai la sensibilité et la fibre. Et ouais, défendre les consommateurs,
même si je suis commerçant, ça me plaît bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'être venu avec votre liste à vous de courses de Noël. J'avais juste une petite dernière question. J'ai lu que ça y est, les centres Leclerc notamment, comme d'autres, Cora par exemple, finit le prospectus l'année prochaine, à partir de septembre 2023. J'allais dire enfin. Oui, tout le monde attendait que Leclerc, par la puissance du nombre de catalogues qu'il émet, arrête. Et donc, nous avons annoncé que pour septembre 2023, il n'y aura plus de catalogue dans les boîtes aux lettres. C'est 50 000 tonnes de papier économisé, pas gaspillé. La contrepartie, c'est pas que de faire du digital, hein, parce que le digital n'a pas toujours le bilan carbone qu'on lui croit. Mais l'idée, c'est de se préoccuper, bien sûr, de garder les promos, mais de faire moins de gaspillage papier. Tous ces papiers qui sont dans les boîtes aux lettres, on va arrêter ça. Très bien. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc.